Bonjour, aujourd'hui on va faire une exploration un peu particulière d'un récit assez inspirant qui s'appelle Un voyage parisien inoubliable. Ah oui, l'histoire de ses trois amis Clara, Liam et Maya. Exactement, ils partent à Paris, leur but c'est de parler mieux français quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même méthode. Non, c'est ça, on a Clara, elle c'est la rêveuse, Paris c'est son rêve de gosse. Mhm. Liam, lui, c'est le super méthodique, il a des fiches partout, des applis sur son téléphone, la totale. Le genre très scolaire, quoi. Voilà. Et puis Maya, c'est l'inverse. Pour elle, c'est simple. Il faut plonger dedans. C'est l'immersion totale, sa philosophie. Et le récit nous dit qu'ils arrivent tous les trois après des mois à bûcher avec un français, comment dire. Parfait sur le paquet. C'est ça, parfait. Comme dans les livres. Très théorique. Et c'est là que notre exploration commence en fait. On va regarder comment cette théorie, bien propre, bien apprise, va se confronter à la vraie vie parisienne. Qui est souvent un peu plus chaotique, disons. L'idée, c'est de voir ce qu'ils apprennent vraiment, au-delà des règles de grammaire, les leçons concrètes. Et le premier contact avec la réalité, il arrive très très vite apparemment. Direction la boulangerie, l'étape incontournable. Ah, la boulangerie française, on imagine l'odeur, l'ambiance. Tout à fait. Et c'est Liam, le méthodique, qui se lance. Sûr de lui, il a sa phrase toute prête. La phrase parfaite, apprise par cœur. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Grammaticalement, impeccable, rien à dire. Oui, sauf que la vraie vie, c'est pas une appli ou une fiche. La boulangère, elle est décrite comme super rapide, elle répond du tac au tac. Et surtout, elle lui pose une question. Voilà, la question qui n'était pas dans le script de Liam. Un truc simple, peut-être bien cuite, autre chose, mais complètement imprévu. Et là, Ben, là, c'est le drame. Enfin, un mini-drame. Liam, il se fige. Il bloque complètement. terrible sensation ça. Quand tu sais les mots, mais ils sortent pas. Exactement. Son savoir théorique, si parfait soit-il, ne lui sert à rien face à l'imprévu de l'interaction. Et c'est là qu'intervient Maya, l'adepte de l'immersion. Elle voit que Liam est coincé. Et elle fait pas dans la phrase complexe. Non. Un grand sourire, elle pointe du doigt les pains au chocolat. Mhm. Et elle lève 3 doigts. Juste ça. Peut-être un ça. 3. Hésitant. Et Ça marche. La boulangère comprend tout de suite. Elle sourit. C'est fascinant, parce que Maya réussit là où Liam a échoué. Bon. elle utilise autre chose. Ouais. Le non-verbal, Ouais. le sourire, le geste. C'est de la compétence communicative pure. Mhm. C'est la première leçon clé du récit. Donc, oui, le texte souligne ça. Oui. Le sourire, c'est universel. Oui. Et le langage du corps, ça peut vraiment sauver la mise quand les mots manquent, que le stress prend le dessus. Mhm. Maya a été efficace, même si elle n'a pas été correcte au sens scolaire. Mhm. Ça remet un peu les pendules à l'heure pour ceux qui visent la perfection absolue avant de parler. Carrément. La communication, c'est plus large que la seule langue. Bon, cette expérience à la boulangerie, elle met en lumière le non-verbal, l'adaptabilité, mais ils vont vite faire face à un autre type de défi. Oui, un peu plus tard, ils sont perdus, ils cherchent un musée, je crois, et c'est Clara, la rêveuse, qui prend l'initiative cette fois. Elle aborde un monsieur décrit comme élégant qui promène son chien. Avec assurance, elle demande « Excusez-moi, où est la librairie ?» Hein? Le piège classique. Exactement, le faux ami par excellence. Et l'homme, très gentiment d'ailleurs, lui explique la différence. Oui, il lui dit « Une librairie, mademoiselle, c'est pour acheter des livres. Vous cherchez sans doute une bibliothèque. » Ce qui nous amène direct à la deuxième leçon pointée dans le récit. L'importance de connaître ces fameux faux amis. Tout à fait. Ces mots qui ressemblent à un mot de notre langue, mais qui veulent dire autre chose. Librairie et library, c'est l'exemple type entre le français et l'anglais. Ce n'est pas une faute de grammaire, là. Non, c'est une erreur de vocabulaire, une erreur d'usage liée aux interférences entre langues. Ça montre bien que parler une langue, c'est pas juste connaître la grammaire et des listes de mots. C'est aussi comprendre les nuances, le contexte. Les spécificités culturelles qui sont cachées dans les mots, en quelque sorte. Chaque interaction est une leçon. C'est vraiment de l'apprentissage sur le tas, quoi. D'ailleurs, plus tard, le récit les montre dans un marché en plein air. Ambiance différente. Oui, et approche différente aussi. Le texte insiste beaucoup sur le côté sensoriel. Les couleurs, les sons, les odeurs. Et là, ils apprennent différemment. Ils parlent moins, en fait. Ils sont plus dans l'observation, l'écoute, un peu flottante. Ils absorbent. Comment ça? Par exemple, goûter un fromage et demander son nom. Regarder les légumes sur un étal et mémoriser de nouveaux mots.
C'est un apprentissage qui peut sembler passif, Mais qui est peut-être très efficace. très riche, oui, parce qu'il ancre la langue dans des sensations, des expériences concrètes. C'est l'immersion par tous les sens. Intéressant comme idée. Moins de pression sur la production orale immédiate, mais j'imagine que toute cette stimulation, ça doit fatiguer. Ah oui, clairement. À un moment, ils sont au jardin du Luxembourg, posés sur un banc. Et ils sont KO. Épuisé, oui, et Liam met des mots dessus. Il dit un truc du genre « Je crois que mon cerveau est plein ». La saturation. Beaucoup d'apprenants connaissent ça. C'est un vrai phénomène, oui. La surcharge cognitive en immersion. Mais Clara, elle apporte une autre perspective. Elle répond quelque chose comme « Le mien aussi, mais mon cœur, lui, il est encore plus plein ». Jolie formule. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, dans leur parcours d'apprentissage? Je pense que c'est une prise de conscience super importante. Elles réalisent que ce voyage, cet apprentissage, ce n'est pas juste une affaire de tête, de cerveau qui emmagasine. Ça touche aussi les émotions. Exactement. Ça engage le cœur, les sentiments, l'émerveillement devant un monument, la frustration de ne pas comprendre, la petite joie d'avoir réussi à commander son pain au chocolat, la gêne après une erreur. Tout ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est peut-être même ce qui rend l'apprentissage durable, ce qui l'ancre vraiment, apprendre avec sa tête et avec son cœur. Cette dimension émotionnelle, elle revient d'ailleurs dans une autre scène, dans le métro, un lieu souvent stressant pourtant. Oui, le métro parisien, c'est une expérience, hein. Le bruit, la foule, Le décor est planté pour l'intimidation. tout à fait. Mais au milieu de tout ça, il tombe sur un musicien, un accordéoniste. Et c'est encore Maya qui réagit, je crois. Oui, toujours Maya, très dans l'instant. Elle ne cherche pas à décortiquer la musique ou à faire un commentaire intelligent. Elle s'assoit, elle écoute. Simplement. Et à la fin, À la fin, elle se tourne vers le musicien et elle dit juste, avec beaucoup de sincérité apparemment, «C'est beau». 2 mots, 2 mots. mais qui suffisent. Le texte dit que le musicien lui fait un grand sourire chaleureux. Encore une preuve que la communication réussie, ce n'est pas forcément une question de quantité de mots ou de complexité. C'est un peu le fil rouge, oui. La connexion passe parfois par autre chose que la maîtrise linguistique parfaite. Maya, avec son approche «je me lance», elle semble naviguer ces situations avec plus de facilité peut-être. Elle ose plus, même si c'est imparfait. Voilà. Elle privilégie la connexion, l'action, plutôt que la réflexion grammaticale qui, elle, peut paralyser. Comme on l'a vu avec Liam au début. Et le hasard fait bien les choses parfois, en sortant du métro. Oui, surprise, surprise. Il retombe sur l'homme élégant du matin, celui de l'histoire librairie-bibliothèque, Incroyable coïncidence. qui va mener à une interaction plus longue cette fois. Une conversation s'engage. Comment il se débrouille? Le récit décrit ça comme un mélange. Un peu de français hésitant, un peu d'anglais quand ça bloque. Très réaliste en fait. On utilise ce qu'on a sous la main pour communiquer. Et ça débouche sur une invitation. Oui, l'homme les invite à le rejoindre, lui et ses amis, dans un café parisien typique. Ah, là, on passe à la vitesse supérieure en termes d'immersion. C'est clair. Fini les interactions courtes et fonctionnelles. Là, c'est l'immersion sociale, la vraie conversation de groupe. L'épreuve du feu, comme vous disiez. Exactement. Le café est décrit comme très vivant. Ça rit, ça parle vite, les conversations s'entremêlent. Pour des apprenants, c'est le niveau de difficulté maximal, quasiment. Le débit rapide, les expressions idiomatiques, le bruit. J'imagine la difficulté pour suivre. Le texte ne triche pas là-dessus, il dit bien qu'ils ne comprennent pas tout. Loin de là, ce serait pas réaliste. Mais alors, comment ils réagissent? Ils se taisent? Non, et c'est ça qui est intéressant, ils ne baissent pas les bras. Ils restent attentifs, essaient d'attraper des mots, des idées, et surtout, ils essaient de participer. Ah oui, même Liam. Même Liam. Malgré ses difficultés, il arrive à placer quelques mots sur les livres, sa passion. Clara, elle, parle de ses rêves de Paris. Et Maya? Boulangerie. Avec ses mots, sûrement de manière un peu hachée, mais elle raconte. Et apparemment, ça fait rire tout le monde. Donc, même avec un français imparfait, ils arrivent à partager des choses, à créer du lien. C'est exactement ça. Et c'est un moment clé, je crois. Ils changent de posture. Ils ne sont plus juste des étudiants obsédés par la faute. Ils deviennent des participants à une conversation. Voilà. L'objectif, ce n'est plus la phrase parfaite, mais c'est de transmettre une idée, une émotion, de partager un bout de soi. Ils utilisent la langue comme un outil de connexion. Même si l'outil est encore un peu rudimentaire. Précisément. C'est l'acceptation de l'imperfection au service du lien humain. Et paradoxalement, c'est souvent quand on lâche prise sur la perfection qu'on progresse le plus. Cette soirée au café, ça semble vraiment un tournant pour eux. Toute cette journée intense trouve sa conclusion au bord de la Seine, la nuit. Oui, à un moment plus calme, plus introspectif.
Le cadre est magnifique. Paris, la nuit, tout ça. Mais pour eux, ce n'est plus juste une jolie vue, non. Le récit parle d'un sentiment de transformation. Paris n'est plus une image de livre, c'est devenu un lieu réel, fait de leurs expériences. Les galères, les réussites, les rencontres, c'est une ville qu'ils ont vécue en quelque sorte. Exactement. Et c'est là qu'ils formulent ce que le récit appelle la leçon ultime de leur voyage. Qui est L'importance de parler avec le cœur. parler avec le cœur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans l'apprentissage d'une langue? C'est une très belle image, je trouve. Ça résume bien leur évolution, ça suggère que l'intention sincère de communiquer, l'authenticité, La volonté de se connecter à l'autre? oui, sur un plan humain, émotionnel, tout ça peut parfois être plus important que la correction grammaticale parfaite ou un vocabulaire très riche. C'est oser être soi-même en somme. C'est ça. Oser être soi, même avec ses hésitations, ses erreurs. Accepter sa vulnérabilité d'apprenant pour créer un vrai lien. C'est peut-être se rappeler que la langue, c'est d'abord un pont entre les gens. Avant d'être un système de règles à maîtriser. Voilà. Ils comprennent à ce moment-là que leur apprentissage est loin, très loin d'être fini. Mais qu'ils ont saisi quelque chose d'essentiel sur la communication elle-même. Tout à fait. Ce n'est pas la fin de la route, mais c'est le début d'une compréhension plus profonde, plus humaine, de ce que signifie apprendre et utiliser une langue. Si on devait synthétiser les grandes leçons de ce voyage parisien inoubliable, il y aurait quoi? Mais d'abord, cette prise de conscience, parfois un peu brutale, du décalage entre la théorie, ce qu'on apprend dans les livres, Et la pratique sur le terrain, le chaos du réel. exactement. Ensuite, on a vu l'importance énorme du non-verbal, le sourire, le geste, comme des bouées de sauvetage, mais aussi comme de vrais outils de connexion. Il y a aussi l'acceptation de l'imperfection. Ne pas avoir peur de se tromper. Comme avec les faux amis. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend finalement. Absolument. Et puis, le pouvoir de l'immersion, sous toutes ses formes. Pas juste écouter ou parler, mais aussi ressentir avec tous ses sens, comme au marché. Et surtout l'immersion sociale, comme au café, même si c'est intimidant. C'est dans la confrontation au réel que ça se joue. Et enfin, cette idée centrale, ce fil rouge, la langue comme outil de connexion humaine avant tout. Parler avec le cœur, privilégier le lien, l'authenticité, plutôt que la course à la perfection qui peut nous bloquer. C'est une vision très humaine et je trouve assez décomplexante de l'apprentissage. Ça nous rappelle que l'erreur est normale, même nécessaire. Et que le but ultime, ce n'est pas forcément de parler sans accent ou sans faute. Mais de pouvoir échanger, partager, se connecter. Exactement. Se connecter avec d'autres personnes, d'autres cultures. Ça donne presque envie de réserver un billet pour Paris, même avec 3 mots de vocabulaire. C'est un peu l'idée, oui. Oser se lancer. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite question pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà des méthodes, des applis, des cours, quelle place on fait, nous, dans notre propre apprentissage, à cette authenticité? Au fait d'oser être soi, même maladroit linguistiquement. Et à la vulnérabilité qui va avec. Accepter de ne pas savoir, de se tromper devant les autres. Oui, qu'est-ce que ça change vraiment au fond dans notre expérience et peut-être même dans nos progrès? Si on décide consciemment de mettre la priorité sur la connexion humaine, même imparfaite au début, plutôt que de rester paralysé par la peur de l'erreur ou la recherche de la phrase parfaite. C'est une piste intéressante à creuser, inspirée par Clara, Liam et Maya. Tout à fait. Une réflexion à emporter avec nous après ce voyage parisien.